Ouh là. Alors non, ça déjà, ça y est, on je vais évite. perdre 2 décibels. Ah, à chaque fois. merci. Putain, merci, ça commence bien. Bonjour, bienvenue sur Pardon Acouphène. Bonjour. Non, non. Celle-là, par exemple, on regarde pas. D'accord. Acouphène FM, la radio qui vous perce les oreilles. Qu'est-ce que c'est ce machin? C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? Mais dis-tu nos conneries? Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer? Vulgaire? Je trouve ça vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe à commencer par Juan. Hello. Ça va? Mais paisible. Ah, c'est Plutôt cool, bien. ça. Il fait très chaud. Bien que tu gardes ton accent. Ouais, c'est vrai, c'est le début, Hicham, comment ça va? Très bien, et toi? Très bien, merci. Toi aussi, tu as chaud? Ouais, bah on va faire avec, écoute, on a pas trop le choix. Malheureusement, aujourd'hui, pas de Camille avec nous. Mais On non. va devoir faire sans. Elle est prise, occupée, retenue. Elle est à Besançon, elle a été recrutée par Sea Shepherd. Mais Oui. personne n'a eu les couilles de lui dire qu'il n'y avait pas de cétacés là-bas, donc elle reviendra sûrement. Mais par La contre, semaine prochaine. cet engagement, cette abnégation, c'est beau. Ouais, Ouais, alors, mais- juste pour qu'on reste quand même dans un épisode de Pardon Maman. C'est abnégation que... Non, on va dire 4 fois Franche-Comté, comme ça on aura Vas-y. fait le quota. Bah, je te Franche-Comté. 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 Et notre invité peut peut-être dire Franche-Comté, puisque nous avons un invité. Franche-Comté. Ah, merci. Qui n'est autre que Sébastien Liebus. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Jusqu'ici, ça va. Ça va, tu étais bien Ça reçu? va. Ça fait 30 secondes, ça va. Sébastien Liebus, que vous connaissez peut-être, puisqu'il est cofondateur, ça, si je ne dis pas bêtises. Jusqu'ici, ça va aussi. Voilà. Du Gorafi, toujours bon. Aussi. Voilà, ça va. Donc vous avez peut-être vu des œuvres de sa plume et de son cerveau fécond. On est un tout petit site sur Internet, on débute. Oui, voilà. Personne Et ne connaît. avec des news pas piquées des hannetons. Ouais, j'en ai entendu parler moi par une certaine Christine Boutin, enfin, Ah, sombre histoire. Oh Oui, là c'est une de nos rédactrices, en fait. Très bien. ah mais c'est pour ça. On lui a Elle fait était un contrat. stagiaire, elle a bien bossé. Non, mais en fait, à force qu'elle reprenne tellement de nos infos, on lui a fait un contrat. En fait. Il y avait une plume, il y avait quelque On a chose. dû régulariser ça avec l'inspection du travail parce qu'il nous posait des questions. Ah bah c'est de là que vous avez les subventions, très bien. Exactement. Ça et l'argent de la drogue. Mais chut. Je parle pas. On n'a rien dit. Et Hicham, ça va? Oui, pourquoi tu enchaînes avec moi après la drogue? Bah, je me suis dit qu'il y avait un rapport direct, tu m'as regardé dans les yeux quand... Non. Pourquoi t'es en train de... Tu t'es bouché une fouiller tes narine. poches, de cacher des trucs. Pose la C'est quoi que cuillère. tu caches sous la table là? Vas-y, montre. Bon, de quoi on va parler aujourd'hui, Ah Ilias? bah déjà, avant de voir de quoi on parle, on en vient de passer notre magnifique anniversaire. Ah oui, c'est Absolument. vrai. C'était le 25 mai, donc il y a C'était quelques jours, top. à l'heure où on enregistrait trop C'était bien. beau. Donc on tient à vous remercier toutes et tous, c'était Oh, trop carrément. cool. On a eu plein d'auditeurs, plein d'auditrices, plein de copains qui sont venus, donc c'était une bonne soirée. On a pu vous rencontrer, beaucoup de gentillesse, quelques selfies. On était très impressionnés par. Ouais. Et puis bah voilà, c'était un plaisir. Donc, on va remettre ça très bientôt. Mais Non. bon, encore bah très bientôt. On Non. va fêter nos 1 an et 1 mois. Ouais, 1 an et 2 mois, on va continuer. Non, mais c'était super chouette de vous rencontrer, vous êtes adorables et puis c'était cool de pouvoir partager un moment avec vous sans que ce soit par micro, par fichier interposé. Absolument. Donc c'était cool. Et puis ouais, on a enregistré quelques petits pourquoi. On a J'ai parlé hâte d'écouter ça. de gens qui ont joué le jeu. Donc on va vous faire une petite compilation. Vous avez été très productifs et productives. Il est vrai. Voilà. Ceci étant dit, passons À la dépression. bah surtout au programme. Donc je vais commencer. Je vais parler de la dépression. C'est bien ce qu'on dit. Voilà, ça n'a pas l'air fun comme ça, mais c'est quand même. Mais en super vrai, ça ne l'est pas non plus. Très bien. intéressant. Mais c'est au moins enrichissant. Vous verrez. Parfait. Après, on va passer à Hicham. Oui. Ouais. Moi, j'ai écouté une auditrice sur Twitter qui m'a proposé un sujet. C'est Sur... ça, c'est l'inverse normalement. C'est les auditeurs qui nous écoutent. J'ai Waouh. Ouais. On en est là. J'ai pas compris. Bref, moi non plus. Qu'est-ce qui se Mais passe? elle m'a proposé de... Qu'est-ce que vous faites chez moi? Elle a proposé, et c'est Mélao, elle a proposé que je fasse un sujet sur les chaussettes. Eh ben tiens. Ouais. C'est Donc, original. Je sens le yo-yo bis, mais Ouais. bon. Je rappelle que Hicham trouve qu'on n'est pas très sérieux pendant ces sujets. Non, mais Vous les jugerez. chaussettes, c'est sérieux, je suis désolé. Arrêtez oui. de vous moquer de lui et tout. Merci. Il a bossé pendant 3 jours son dossier sur les chaussettes. Enfin, attends, genre... 3 jours. Au moins. Il a cousu des chaussettes d'exemple qu'il nous a montré tout à l'heure, Ouais, mais sur lesquelles on a dit que des choses positives. magnifique travail. Ça, c'est pas vrai, en fait. Tu t'es moqué de lui juste après qu'il soit sorti de la pièce. Je l'étais là. Oh, merde. On enchaîne après avec Sébastien. Exactement. De quoi tu veux nous parler? Mais moi, je vous parlais d'un monsieur que je connais un petit peu, que j'ai redécouvert un peu, et qui est assez oublié aujourd'hui, en fait, dans le monde de la voile, enfin, on va dire du grand public. Je pense que les amateurs de voile le connaissent. C'est Bernard Moitessier, qui est un des plus
plus grands navigateurs français, je pense qu'on peut le dire. À titre de comparaison, en fait, on parle souvent de Tabarly. Et on va dire que Tabarly, c'est plus la course en solitaire, la course contre les Anglais, battre les Anglais sur leur terrain. Moi, Tessier, lui, c'est la course en solitaire, mais au long cours, c'est vraiment la fusion du marin avec le bateau, avec la mer. L'aventurier, l'explorateur. Et puis un petit côté aussi anarchiste, presque, qui refuse les règles et qui même quand il a la course gagnée, il décide de faire demi-tour et d'aller directement aux îles. Et c'est quelqu'un qui a laissé plusieurs livres de témoignages de ses traversées et qui mérite d'être remis au goût du jour, mais il le sera là avec les 40 ans du Vendée Globe. Je pense qu'on va reparler de lui. Mais là, souvent quand je parle de lui autour de moi, les gens ne connaissent pas trop. Je t'avoue que pour l'instant... Pas du tout. On comptera sur toi pour nous enrichir. Exactement. Et on va finir avec une petite pastille de Juan. Petite pastille, ouais. Non, moi je vous ferai un petit quiz sur les clichés du cinéma et des scénarios en particulier. Voir si vous avez vu beaucoup de films et si vous arrivez à repérer ces petites choses-là. T'as pas eu ta réponse? Alors déjà, je sais que vous deux non. Peut-être que c'est pas, je ne sais pas. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas vu le Godzilla des années 50 qu'on n'a pas vu d'autres. Mais même quand vous êtes nul, moi ça me distrait. Donc ça va. Voilà. S'il y en a moins de temps, on est content. Très bien. Et du coup, on va partir sur la dépression. Allez. Vous êtes dépressif, hein? Mêlez-vous de vos affaires. C'est quand même triste, un jeune homme seul devant sa soupe. Monsieur le Père Noël, je tiens à vous dire, je n'ai rien à voir dans tout cela. Moi, je suis uniquement une personne dépressive de passage. Je suis au bout du rouleau, je vais m'en aller. Je vais m'en aller. C'était un super sujet, Elias. On va passer à la suite. J'avoue que rien que le jingle. Et moi, je l'aime bien. Donc, Hicham, tu vas nous parler des chaussettes, c'est ça? Alors, ça fait certes très mélancolique. Moi, j'aime bien, je trouve beau. Non, du tout. Mais j'avoue que ça fait bader un petit peu. On a perdu 17 auditeurs. Non, mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'ai pris ce sujet, parce que j'ai trouvé des choses qui m'ont vachement marqué. Déjà, c'est un sujet qu'on peut voir assez facilement. Parce que la dépression, pour vous, c'est quoi la dépression? Quelqu'un de dépressif. Un état mental. Quand t'es triste. Ok, c'est un bon début. Enfin, c'est un bon début, c'est pas ça, mais oui, non, mais content que tu le dises. T'es triste, tu vas pas bien, c'est un truc qui change en toi. C'est pas la puberté. Merci. Non, c'est pas du tout la puberté. Non, mais c'est intéressant de voir ça. C'est que effectivement, on a une image d'altération psychologique, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, l'état dépressif, c'est comme tu disais, une altération des émotions et du comportement. Mais en fait, la dépression, ça va être, de manière aiguë, ça va être beaucoup plus compliqué que ça, et ça va être une maladie complètement. Et il y a une composante à la fois psychologique et physiologique, et c'est la considération de ces deux composantes qui a permis de faire avancer la recherche là-dessus. Donc la dépression nerveuse, donc la maladie, c'est une des dépressions possibles. C'est pas du tout une tristesse passagère, une nostalgie de l'expat ou un chagrin d'amour. C'est beaucoup plus grave que ça. En fait, il y a 9 symptômes pour la dépression nerveuse, et pour considérer que quelqu'un est dans une dépression nerveuse, donc une forme aiguë de dépression, faut que la personne ait présente 5 des 9 symptômes pendant au moins 15 jours continus. Donc c'est un état qui est assez avancé. C'est pas la petite tristesse un peu tristoune. C'est le vrai diagnostic, genre quand un médecin diagnostique une dépression, c'est on coche au moins 5 sur 9, et vous allez voir à quoi ça correspond. Donc les symptômes, donc un épisode dépressif majeur, parmi les symptômes, on a donc humeur dépressive, donc absence de joie. Quand on dit humeur dépressive, c'est la très grande majorité de la journée, voire toute la journée. C'est pas juste je suis un peu triste, après quand je vais boire un verre avec mes potes, ça va mieux. Il y a des idées noires, donc tendance suicidaire. J'avais dit que ce serait pas si grave. Ouais. En fait un peu, désolé. Un peu quand même. L'absence d'intérêt pour ce qui est habituellement une source de plaisir, un truc qui te fait kiffer et qui prend plus de plaisir, c'est quand même assez grave, parce que normalement c'est ton salut en fait. On a les difficultés à prendre des décisions. Donc, encore une fois, c'est pas que l'altération de l'humeur, c'est que tu vas être handicapé dans le reste de ta vie. Je vous montrerai un peu par d'autres aspects. Sentiment de culpabilité injustifiée, une accablation personnelle, prise ou perte de poids anormale, c'est souvent le cas. Perte d'énergie, perte de tonus, c'est aussi pour ça qu'on parle de tristesse débilitante. Et quand on dit débilitant, c'est pas que tu deviens teubé, c'est que tu perds de l'énergie. Je tiens à le dire parce que j'ai appris ça. J'ai appris ce que ça veut dire que débilitant. Pardon. Des troubles du sommeil, donc soit on dort pas assez, soit beaucoup trop. Et des troubles du comportement, donc ça rejoint un peu la perte de tonus, ralentissement ou une petite agitation. C'est pas la joie, quoi. Non, c'est le cas de le dire. C'est bien résumé, c'est bien résumé. Je vois que monsieur a creusé le sujet également. Il y a quelques effets supplémentaires, et on verra, j'expliquerai en parlant du côté physiologique. Il y a difficulté à se concentrer, à apprendre, à se souvenir,
trouble du sommeil, trouble de l'appétit. Donc en fait, c'est plus qu'une tristesse, ça va handicaper toute ta vie quotidienne en fait. Donc c'est quand même assez grave. Donc on peut se demander quelles sont les causes. Les causes, souvent il y a un élément déclencheur, mais la raison et l'intensité, ça va souvent dépendre des personnes. Il n'y a pas toujours d'événements. Alors ça peut être la perte d'un être aimé, la perte d'un être cher. Mon sujet sur les yo-yo. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Oui, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être un nouveau travail avec beaucoup de responsabilités. Ça peut être la perte de l'emploi. Mais ça, le point commun en fait, c'est quoi ? C'est le stress. Et le stress, c'est ce qui va déclencher ça. Le stress, de base, c'est un mécanisme de survie, parce que ça va causer l'hypervigilance, ça va causer l'hyperactivité, la préparation au danger. Sauf que le stress chronique, en fait, ça va épuiser le cerveau. Et au sens littéral, comme c'était, on va dire, un organe ou un muscle, je sais pas trop ce qu'est le cerveau, mais c'est comme si on avait, une crampe ou une tendinite du cerveau ou des neurones. C'est ce que va causer le stress chronique, pardon. Donc il y a des recherches qui sont toujours en cours sur le sujet, mais il était montré qu'il pouvait y avoir une prédisposition génétique à la dépression, et il y a certains gènes qui favoriseraient donc l'apparition de dépression. Là, on va parler d'héritabilité. L'héritabilité, c'est l'impact de l'aspect génétique sur la survenance d'une maladie. Est-ce que vous me suivez jusque-là ? Non, pas l'héritabilité. Et alors, c'est l'impact que va avoir ton patrimoine génétique sur la potentialité que t'aies une maladie. D'accord, ok. Ah. Voilà. Ok. Donc en gros, pour avoir une dépression, ton patrimoine génétique. Suivez les conseils d'Ilias. Si toi aussi à la maison tu vas avoir une dépression. Non, mais on va dire dans les facteurs qui font avoir une dépression, le patrimoine génétique joue à 40%. D'accord. Donc ça, si on doit l'exprimer autrement, c'est que si tu prends 100 personnes qui ont un vrai jumeau, parce que là vous suivez, donc avec exactement le même patrimoine génétique, si tous ces jumeaux sont atteints de dépression, il y a 40 personnes sur les 100 qui auront également une dépression. C'est comme ça qu'on calcule les 40% d'héritabilité. Donc c'est énorme en fait. Bah c'est-à-dire qu'il y a, c'est quasiment la moitié quoi. Oui, c'est bien. c'est fou. C'est fou. Non, mais ça c'est assez ouf. Donc encore une fois, on voit que c'est pas que psychologique, parce qu'on présente beaucoup la dépression comme une maladie avec des aspects et des tenants et aboutissants psychologiques. Et on a isolé avec les recherches certains gènes dans le cadre d'études, et certains gènes qu'on a isolés sont impliqués dans la régulation du transport de sérotonine. Donc là, on va attaquer les mécanismes physiologiques et on va voir les dégâts, les impacts que ça peut faire. Jusque là, ça va, tout le monde suit ? Oui. Parfait. Donc on disait régulation et transport de sérotonine. La sérotonine, c'est quoi ? C'est un neurotransmetteur. Et pour faire, alors cette partie en fait qui est plus technique, je vais essayer de la faire plus simple pour vous montrer un peu les mécanismes en jeu. On a eu, on en reparlera, mais des personnes qui nous ont apporté des précisions sur les tests ADN. C'est super cool. Là, j'essaye de simplifier, schématiser, mais si vous avez des précisions à apporter, n'hésitez pas à le faire, c'est toujours avec plaisir. Donc là, la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui va aider à la communication entre les neurones et qui va aussi être impliqué dans la régulation de l'humeur et du sommeil. Donc en gros, si la régulation du transport de sérotonine est niquée, on va avoir des neurones qui vont moins bien communiquer, donc des difficultés à réfléchir, à se souvenir, à intégrer des informations. C'est une sorte de catalyseur qui permet justement d'échanger et tout ça là, non ? En gros, t'imagines, alors je vais faire des trucs avec mes doigts, c'est pas très radiophonique, mais si t'as deux neurones bout à bout, il y a la sérotonine qui va aider à communiquer de l'un à l'autre. D'accord, ok. Donc si t'as pas ça, c'est un petit peu la merde. Okay. Et ça sert à faire d'autres trucs aussi. Il y a aussi un mécanisme qui va être attaqué, c'est la plasticité du cerveau. Donc le cerveau, il va adapter ses connexions neuronales suivant ce qu'on va vivre, ce qu'on va faire, ce qu'on va apprendre. Sauf que quand on va avoir une dépression, cette plasticité, elle va jouer contre nous, parce que le stress intense et prolongé, ça va modifier la structure du cerveau, mais physiquement. C'est-à-dire qu'il y a des connexions qui vont se fermer, et ça va globalement, pour schématiser, favoriser uniquement les routes qui vont véhiculer des émotions négatives. Donc en fait, c'est un cercle vicieux qui va se mettre en place. C'est que on va avoir du stress et des émotions négatives qui vont fermer des routes positives, qui vont du coup faire en sorte qu'on va ne capter et ne véhiculer que des émotions, plus d'émotions négatives, et ainsi de suite. Mais est-ce que, je sais pas si t'as la réponse, mais c'est lié à une fragilité des connexions qui font les réponses positives ? Parce que ça veut dire qu'on est genre préprogrammé pour les pensées négatives et les... Non, c'est le défaut de sérotonine et d'autres mécanismes que j'explique pas parce que c'est plus compliqué. C'est le fait que ce mécanisme soit en défaut qui fait qu'il y a des choses qui vont se fermer. D'accord, mais ce qui est étonnant, c'est que ce soit uniquement des choses qui sont liées aux pensées positives. C'est la question que je me pose. Est-ce que ces connexions sont plus fragiles, ou est-ce que c'est parce que la sérotonine s'avère qu'elle cible que ces connexions-là en particulier ? Alors j'ai cru comprendre, parce que ça aide aussi à la régulation de l'humeur. Donc là, les détails, je vous avoue que je les ai pas spécialement. Ouais, parce qu'il y a des gens qui prennent du plaisir à tuer des chatons, donc pour eux c'est quelque chose de positif, ce qui serait pas forcément pour vous, ouais, j'espère. Là, ça va être de la chimie globalement.
Et si un truc c'est pas comment dire, c'est pas philosophique, social, c'est pas parce que tuer des chatons c'est pas bien que ça doit pas, que la sérotonine va te faire sentir bien ou pas bien. J'ai pas dit que tuer des chatons c'était pas bien. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que effectivement il y a des connexions qui peuvent se fermer, ce qui fait qu'on va avoir une capacité de concentration moindre, on va avoir du mal à se souvenir de choses qu'on sait déjà, on va avoir du mal à chercher mes mots comme ça m'arrive parfois. Je crois pas que je le sois, mais voilà, vous voyez ce genre de choses, en fait ça peut vraiment handicaper dans la vie de tous les jours. Va y avoir également des effets sur l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une zone du cerveau. Alors, je vois Hicham et Erwan qui se font on se ventile. Ouais, exactement. Donc l'hippocampe, ça contrôle l'humeur, la mémorisation, la concentration et l'acquisition de connaissances. Et aussi un truc très important, c'est que l'hippocampe, c'est une des zones du cerveau qui permet de générer de nouveaux neurones. Et en fait, pendant la dépression, il va y avoir une atrophie de l'hippocampe, et plus l'épisode dépressif va être long, plus l'hippocampe va s'atrophier. Donc non seulement on a des connexions qui se ferment, mais en plus on génère moins de nouveaux neurones. Donc vous voyez là un peu la merde. C'est très abrutissant comme état. Je vais effrayer personne, mais il vient juste de finir sa première page en fait. Non, ça avance promis. Non, j'arrive à la fin des questions scientifiques. C'est interactif, le but c'est qu'on soit en état de dépression à la fin. Ouais. Non, mais ça va. Non, mais c'est ludique, c'est bien. Dites-moi si vous avez des questions, allez-y. Alors, je finis juste avec les aspects, on va dire, scientifiques. Il va y aussi avoir des effets sur le cortex préfrontal. En fait, ça va une zone qui va avoir des effets sur la mémoire à court terme, la prise de décision et la prise d'initiative. Donc, encore une fois, un exemple de plus que c'est pas uniquement psychologique et que ça, c'est pour ça qu'on voit des cas extrêmes de dépression où les gens sont roulés en boule et ils peuvent plus. C'est juste que le cerveau a grillé, fondu. Et surtout que ça rend le fait de sortir de cet état encore plus difficile. En gros, plus on avance dans la dépression, plus vraiment ça devient compliqué. Et c'est pour ça, c'est pour ça qu'il faut en parler, qu'il faut se faire accompagner. Enfin, c'est une maladie. J'en reparlerai après, mais c'est rien de plus qu'une maladie. Donc faut en parler, faire des trucs. Si on n'a pas honte d'avoir un rhume, il y a pas à avoir honte d'être en dépression. Donc on va partir là plutôt vers le traitement, puisqu'il y a des portes de sortie. Dieu merci. Donc déjà, on a un épisode dépressif, il peut prendre fin. Un peu de lui-même, enfin avec des événements extérieurs, mais il peut prendre fin même après plusieurs mois, mais le risque de rechute est assez élevé. Donc sans traitement, plus on a eu d'épisodes dépressifs, plus on a de chances d'en réavoir. Et voilà, donc il y a des différents traitements qui existent. J'ai parlé principalement des antidépresseurs, juste très rapidement. Déjà, quelle image vous avez vous des antidépresseurs? C'est-à-dire, c'est bien caché. Ouais. On va s'en servir. Quel est l'effet? Dans la société, il y a somnolence, vraiment. Ouais, ça te permet d'oublier un peu ça te rend zen, zen pas vraiment, flou. C'est pas le terme que j'aurais utilisé. Ouais, non, pas zen. Ça te met en stand-by, on va dire. Oui, en fait, c'est ça, ouais, ça te permet de... C'est zen, mais le mauvais côté du zen, quoi. Ça limite les connexions dans le cerveau et ça te fait moins penser à certains trucs et tout. Enfin, voilà, ça relâche la pression du cerveau. Après, c'est vrai que ça te fait dormir énormément. Alors justement, l'intérêt des antidépresseurs, on a vu de certains antidépresseurs, on a vu les dégâts que ça pouvait faire. En fait, l'intérêt des antidépresseurs, c'est de réparer tout ça. Donc de faire en sorte que la communication repasse mieux entre les neurones, de faire en sorte que l'hippocampe puisse fonctionner, que d'autres choses puissent fonctionner. Donc c'est pas que un assommoir, ça va pas changer la personnalité, ça va permettre. J'ai vu des témoignages il y a quelques semaines, quelques mois, qui m'ont un peu aiguillé vers ce sujet, qui disait en fait les antidépresseurs, ça change pas ma personnalité, ça me permet d'être moi-même justement. Donc après il y a des traitements différents, parce qu'en fait au lieu de tout voir en noir, tu vas rééquilibrer et tu vas tout voir en flou. Non mais tu vas pouvoir réavoir un comportement plus équilibré que si une vision des choses plus équilibrée que si t'avais que une majorité de connexions négatives. Donc tu vois, tes connexions qui sont pétées, ça va faire en sorte que ton cerveau marche mieux, qu'il soit plus stable. Et c'est l'intérêt. C'est pas que euphorisant, c'est pas de la drogue en fait. Sinon on filerait du LSD à tout le monde et c'est parti. On les enverra en boîte avec un coup de pied au cul et puis ça serait réglé. Mais non, c'est surtout que ça permet à ton cerveau de travailler moins, parce qu'il est moins occupé à certaines pensées et peut-être de se réparer plus vite. Moi j'aurais plus vu ça comme ça que ce que tu viens de dire. Alors précisément. Alors tu viens de lui casser son sujet là en 2-2. Mais écoute, voilà. je ne pense pas. Je demande confirmation, mais non, mais gros, oui, c'est toi qui as fait des recherches. Hein. Surtout moi ce que j'ai retenu, qui était le plus important, c'est que le but c'est pas que ça te change ta personnalité, mais que ça répare et que ça stabilise ton cerveau, qui a eu quelques complications. T'as intérêt que ton dossier chaussettes ils sont en béton. On va pas te rater toi derrière. Hein. Fais gaffe. Parce que moi je porte des chaussettes, monsieur. Hein. Ah ouais, non, alors et depuis que je suis tout petit, en plus. Du coup les traitements, alors
les traitements c'est assez long parce que c'est quand même on voit que c'est plus qu'une jambe cassée. Donc ça peut prendre 2 à 3 semaines de traitement pour voir apparaître les premiers effets. 3 à 4 mois pour sortir de la phase aiguë, et ensuite il y a plusieurs mois pour stabiliser l'état et réduire le risque de rechute. Et tout ça, c'est comme on dit, le but c'est d'avoir un cerveau plus stable et juste de pouvoir vivre normalement, en fait, tout simplement. Mais tout dépend du niveau de dépression, non? Enfin, je sais pas s'il y a des niveaux de dépression. Ouais, bien sûr. Alors ça, pareil, j'ai pas creusé toutes les différentes dépressions. J'imagine que les experts et les personnes qui sont plus touchées par ça auront beaucoup plus de choses à apporter. Mais ouais, il y a plusieurs types de dépression différents, plus ou moins aigus. Il y en a qui partent avec des psychoses où tu vas avoir des choses un peu cheloues, et là c'est vraiment les niveaux ultra aigus de ouf, où là faut pas déconner, faut vraiment directement aller voir des spécialistes. Et puis il y a des choses où, tiens, j'en parlais vite fait, c'est je crois que c'est le syndrome de Cotard, où en fait tu vas avoir carrément des négations de parties de ton corps. Tu vas dire cette partie de mon corps n'existe pas. Donc voilà, c'est des psychoses qui sont assez élevées et c'est un trouble cérébral, quoi. D'accord, ok. Donc ça peut aller assez loin, mais c'est aussi ça se soigne très bien, donc il faut le faire et puis ça va très bien se passer, quoi. Il y a 2 composantes, comme on le disait. Là on a parlé du côté un peu physiologique, mais c'est aussi physiologique et psychologique. Et donc vu que la dépression ça touche notamment l'assimilation et le traitement des données positives, le fait c'est comme si le cerveau allait filtrer et pas laisser passer les trucs positifs, même si t'arrives, toi tu vas penser quelque chose de négatif. Donc on peut aussi avoir un traitement psychologique, un accompagnant pour aider la personne à reconsidérer les choses différemment, et même les personnes qui ne sont pas touchées peuvent accompagner les malades en transmettant plus d'ondes positives, parce que même si le cerveau filtre, il n'occulte pas tout, et donc même si c'est bien de se faire suivre et d'avoir un accompagnement, en tant que personne proche, on peut toujours faire des choses un peu sympathiques. Et ça me fait penser à ceux qui ont écouté, je crois que c'était l'épisode 5 de la saison 1, je ne sais plus, je sens que Pim Pam Poum va encore se moquer de moi. Mais l'épisode sur l'expérience du billet perdu, c'est qu'en fait c'est très simple, c'est qu'avec quelques paroles on peut vachement changer la façon de penser des gens, et là encore une fois avec quelques paroles positives, et de manière répétée ça peut changer la vie de certaines personnes. Je vais vous faire un petit volet statistique et ce sera fini. Allons-y pour les stats. Alors j'ai pas ultra poussé ce volet parce que toutes les recherches ne sont pas d'accord et je vais pas vous dire de conneries. Donc je vais essayer de pas dire de conneries. Mais en 2017, l'OMS a déclaré la dépression était la première cause de morbidité et d'incapacité. C'est déjà une bonne source, quoi, l'OMS. J'espère. Voilà. C'est pas le Gorafi, quoi. Ouh, no pun intended. Mais envoie-lui une bière à la tête. Non, il a raison. Ah! Si vous faites un sujet sur la dépression, je serais très curieux de le lire d'ailleurs. Mais ça a pas l'air d'être au programme via ce double haussement de sourcils. Never ever ever. C'est dommage que ça peut être visé, ce gars. Ok. Bon. Peut-être. Bon, il y a peut-être moi ça intéresse la dépression, mais donc je reprends sur cause de morbidité. Ça veut pas dire que les gens meurent, mais en fait c'est le fait que les gens attrapent une maladie. Donc c'est une des maladies les plus répandues. Et il y aurait entre 100 et 300 millions de personnes dans le monde qui sont touchées. Encore une fois, suivant les études, donc je vais pas vous dire de bêtises dans ces eaux-là. En France, il y a entre 5 et 15% de la population de la population qui aura un épisode dépressif au cours de l'année. Donc c'est quand même peur, j'ai cru que t'avais dit 5 et 15 personnes dans l'année. Oui, c'est la première cause. C'est pas énorme en fait. On est 60 en France, hein. On n'est pas tant que ça. Regarde, là on est 4. Dehors, il doit être 10. Non, mais c'est vrai que, comme il y a plusieurs états de dépression, on peut, je pense que la plupart des gens qui subissent un épisode de dépression s'en rendent même pas compte. Ils se disent juste, j'ai pas trop la forme, et puis bon. Mais je crois qu'il y a des stats, encore une fois, je vais pas dire de bêtises, mais on considère qu'il y a une vingtaine de % de la population qui aura un épisode dépressif au cours de sa vie. Genre, c'est énorme. Ouais, après, ça peut être plus ou moins court, pris en charge et tout, mais c'est quand même, ça me paraît ouf. Stat intéressante, par contre, qui a l'air pas mal répliquée, c'est que les risques sont 2 fois supérieurs pour les femmes. Et je n'ai pas eu le temps de vérifier, de checker, mais il faut pas oublier que les causes sont physiologiques et environnementales, psychologiques. Donc malheureusement, tout ce qui va être harcèlement et compagnie, je pense que ça doit contribuer à la multiplication par 2 du facteur. Donc pour conclure, la dépression, c'est une maladie qui va faire des gros dommages au cerveau. Comme on a pu le voir, c'est pas une tristesse où t'as juste envie de mater Netflix. Et de la même façon qu'on a par exemple de soigner un rhume, faut pas avoir honte d'en parler à son médecin et pour mettre en place un traitement. Puis ça va bien se passer. Et puis voilà, n'oubliez pas de prendre soin de vous et de prendre soin les uns des autres. Ce sera fait. Ça va au niveau du bad? Ça se passe? Ça va. Je m'attendais à pire. Ouais. Alors maintenant, pour les auditeurs qui sont revenus, on va donc parler de chaussettes. Quel escroc. Oui, alors on nous avait parlé du grand écart entre Malik Oussekine et le yo-yo. On est pas mal là aussi. On est pas mal là aussi. On est pas mal du tout, ouais. Mais ça me plaît, moi j'aime bien les grands écarts. Parce que là, tu vois, j'ai le seum, alors que je sais que dans 5 minutes,
Je me fais engueuler par Hicham parce qu'il peut pas. Mais non, les chaussettes, t'es sérieux. Allez, vas-y. Sur ce, fais-nous rêver. Les chaussettes du nain, les chaussettes du nain, elles sont tellement bien que la chanson est déjà finie. Dis-moi que t'as mis plus de temps à faire le sujet que Non, mais j'ai beaucoup cherché pour les chaussettes. Je suis un peu inquiet parce qu'il y a quand même 4 feuilles doubles devant moi, là. Ouais. Merci Pen of Chaos pour le jingle. Alors, je conseille à nos auditeurs de skipper à 25 minutes 30. Non. Prochain sujet. Alors, je vais commencer. Que Dieu soit avec moi. Amen. Sérieusement vraiment, j'ai vraiment peur. Ça vient de se produire. J'ai vraiment peur. Ça va bien se passer. Donc, allez, on commence. La plus vieille paire de chaussettes. Ah putain, ça. Qu'on ils l'ont dit hier, question pour un champion. Qu'on est physiquement, enfin qu'on est vraiment aujourd'hui, date du 6e siècle avant Jésus-Christ. Ouais, il faisait pas super chaud cette époque. C'est non, surtout, enfin, c'est vieux quoi. Elles étaient trouvées près du Nil en Égypte. Je crois qu'elles étaient trouées, je sais pas, mais près du Nil. Non, elles étaient pas trouvées, mais c'était des chaussettes assez drôles parce elles ont que été trouvées derrière une machine à laver. c'est là qu'elle passe. Pardon, vas-y. C'est non. Et en fait, on en a retrouvé qu'une. Attends, c'est parti. Et on n'a rien dit, nous. Il est pire que vous en fait. Non. Donc elles ont été retrouvées près du Nil. Près du Nil, et c'était des chaussettes assez drôles parce qu'on dirait des chaussettes de Tortue Ninja parce que tu sais, il y avait qu'un orteil. Il y a une fente au milieu. En plein milieu, genre c'est pas juste l'orteil en fait. C'est pas le gros orteil, c'est genre au milieu. Ouais. Et en fait, c'était utilisé pour, enfin, t'avais 2 orteils d'un côté et puis 3 orteils de l'autre, et c'était utilisé pour pouvoir porter des sandales parce qu'à l'époque c'était le top du swag quoi. Okay. Et je trouve ça très très moche et pas pratique. Oui, la mode change. Oui, oui, elle change beaucoup et puis on va le voir. Sauf que tu vois, le 6e siècle avant Jésus-Christ, il y avait des chaussettes bien avant tout ça. Elles étaient en quoi ces chaussettes? J'y arrive. 5000 ans avant Jésus-Christ. Donc on est à l'âge de pierre. C'est des chaussettes qui ressemblaient pas du tout à ce qu'on a aujourd'hui. C'était en fait, et on en sait un peu plus aujourd'hui. On n'a pas de traces de ça, mais enfin de traces physiques. Mais grâce à des fouilles archéologiques et puis à l'interprétation des dessins qu'il y a dans les grottes, on sait que c'était des morceaux de peau d'animaux avec des poils d'animaux aussi, qui entouraient le pied, et c'était juste attaché avec un petit nœud au niveau de la cheville. Ok. Donc c'était pas ouf. Donc en fait ça remplaçait les chaussures. Enfin c'était équivalent des... Un peu. Mais c'était surtout pour son sujet. Est-ce que ça avait le statut de chaussette? Oui, je pense que c'était surtout pour se réchauffer. Ouais. Parce que des fois il fait froid. D'accord. Mais il y avait pas de semelle dessous. Non, c'est vraiment juste la peau. D'accord. Et la première trace écrite qu'on a où on parle de chaussettes, c'était dans un poème grec écrit par Hésiode, et il appelait ça dans son poème le piloi. Le piloi, ouais, qui veut dire chaussettes. P-I-L-O-I. Voilà, c'était les chaussettes. Piloi, d'accord. Et c'était en fait pareil, c'est des poils d'animaux posés entre les pieds et les sandales. C'est une sorte de semelle en fait, mais c'était pour pas avoir des ampoules. Probablement. Bien joué. On avance un peu plus dans le temps, on arrive chez les Romains. Eux, ils avaient des bandes en cuir qui entouraient le pied. Et c'est que au second siècle après Jésus-Christ qu'ils ont commencé à coudre des morceaux de tissu. Parce qu'ils se gelaient en Gaule. Exactement. Pour faire, ce qu'on appelait les udon. On dirait un nom d'un plat, udones, ou je parle pas latin, mais non, et en fait j'avais lu qu'ils faisaient, comme il faisait plus froid en Gaule qu'à Rome, ils avaient dû adapter et trouver un système pour se couvrir les pieds. C'est ça. Les jupettes en cuir, c'était faire léger, quoi. Ils avaient déjà à l'époque inventé l'écharpe. Ils avaient lâché les jupes ou pas en Gaule? Je pense pas, non, parce que c'était j'ai un jeu de mots là? Non, il y a pas de jeu de mots. Non, c'était une vraie question. Contrepétrie. Les jupes en Gaule. Les jupes en Gaule. Non, je vois pas. Non, je sais pas. J'ai pas non plus. Non plus, il y en a pas. Ok. Dans tous les cas, ça ressemblait beaucoup déjà à ce qu'on porte aujourd'hui comme chaussettes. Et puis ce qu'on porte ou ce que toi tu portes? Parce que les tiennes ressemblent pas aux autres. Je parle de la forme. Les premières chaussettes en laine ont été découvertes justement à Vindolanda. Et ça, c'est au nord du Royaume-Uni. Pour être plus précis, à 80 km de Sunderland, à l'ouest. C'est sur le national 4. Je crois que c'est sur le mur d'Adrien, je crois. Il me semble. Vraiment sur le mur d'Adrien, ouais. Non, en fait, c'est Vindolanda, je crois que c'est un fort qui, sur le mur d'Adrien, Juan, je vais dire 2 réponses et tu couperas la mauvaise. Oui, non. Je ne couperai rien du tout.
Non, mais en fait, ils font pas mal de recherches archéologiques là-bas et je crois qu'ils ont trouvé des petites plaquettes en bois et qui en fait servaient de correspondance aux soldats romains qui étaient postés à cet endroit-là. Et en fait, on a découvert d'ailleurs que dans les tablettes, ils appelaient les Écossais ils leur avaient trouvé un petit surnom qui veut dire petit, chétif ou un truc comme ça. Ouais. Donc les Romains en plus avaient des espèces de connotations racistes sur les peuples qu'ils servissaient. C'est pas très gentil. Allez, non. Mais c'est drôle que tu me parles de tablettes parce qu'ils ont trouvé une tablette romaine où c'était écrit dessus envoyer plus de chaussettes. Il fait vraiment ouais, je te vraiment incroyable. Ouais. T'as trouvé une bonne commande, quoi. Ouais, c'est ça. Bonne commande de la Redoute qui n'est jamais arrivée. Et des masseurs de visage, s'il vous plaît. Et à côté, on a trouvé le colis Chronopost que, évidemment, le mec avait jeté là. Comme d'hab. On avance un tout petit peu plus, donc maintenant on arrive au Moyen-Âge. Oui, bon. Mais très bien. Oui. Les chaussettes n'étaient toujours pas élastiques. Et donc, pour éviter qu'elles tombent, elles étaient plus longues. Et elles arrivaient jusqu'à la hauteur du genou, en fait, un peu plus haut. Et elles étaient équipées de jarretières pour pouvoir les fixer. Et jarretières, ça date du Moyen-Âge? Ouais. Vraiment? Ouais. Je pensais que c'était beaucoup plus tard. Après, c'était pas non plus la jarretière sexy, quoi. Non, je vois très bien. Jarretière, oui. Voilà. J'ai une question qui me vient maintenant, et je la pose parce que j'ai peur de l'oublier. Très bien. Est-ce que c'est le dernier sujet de Camille sur les archiducs et les archiduchesses qui t'ont donné l'idée de faire le sujet sur les chaussettes? Mais il a dit que c'était... les chaussettes de l'archiduchesse. Il a fait un regard accablé en mode, est-ce que moi je t'ai dérangé pendant ce Est-ce qu'il faut vraiment que je réponde à ta blague? J'ai respecté ton sujet sur la dépression, respecte mes chaussettes, s'il te plaît. Voilà. Non, c'est une question de status quo, monsieur. Reprenez, Isha. De qui? Donc, je remets mes lunettes. On était... Personne n'a entendu ma vanne, je suis déçu. Non, pas du tout. Vas-y. Question de statu quo, j'avais fait, de qui? C'est tout. Voilà, c'est tout pour moi. Rendez-vous, je passe au rond-point la semaine prochaine et tout. Voilà. Ok. Mais si, c'était drôle. C'est pas ça le problème, c'est que j'ai toujours pas compris. On t'expliquera pas. C'est pas grave. Donc, je disais, les jarretières pour les fixer. Et j'ai même écrit Grau. Non mais tu cherches aussi. Ouais, je sais. En fait, quand les culottes, non pas les culottes, les pantalons, les pantalons devenaient plus courtes, les chaussettes devenaient plus longues. Ok. Ce qui ça est fait logique. Sens. Oui, ça fait sens. En fait, les chaussettes, elles s'adaptaient toujours avec la mode, la mode de l'époque. Et qui dit chaussettes plus longues, dit chaussettes plus chères. Il y a eu la crise de la chaussette. Mais non, il n'y a jamais eu de crise de chaussettes, mais en fait, c'est arrivé à un point où en l'an 1000, on y arrive toujours à cet an 1000, les chaussettes cousues étaient devenues un symbole de noblesse à travers toute l'Europe. Ok. C'est-à-dire que si tu portais des chaussettes, t'es noble, quoi. Très bien. Et elles ressemblaient plus à des leggings d'aujourd'hui, mais bon, enfin... Voilà. Donc, au XIIe siècle, même si les gens commençaient à coudre leurs propres chaussettes, les fabricants d'habits en tissu à mailles pour les nobles, on les appelle les bonnetiers, ils étaient beaucoup plus forts. En fait, c'est leur métier, quoi. C'est normal. Oui, c'était ouf. Voilà. Et ils avaient la technique et ils avaient forcément un produit de plus haute qualité. C'est comme si, par exemple, notre table de studio, elle est bien, mais si elle est faite par un pro, ça aurait été mieux. Ça serait mieux. Tu critiques. Si t'es pas content. J'avais proposé, bref, c'est pas le sujet. Au XVe siècle, je change d'époque. XVe siècle, les aristocrates français et italiens étaient les patrons des chaussettes. Ok. C'est pas pour rien que Milan et Paris, c'est les deux capitales de la mode. L'an 1000, Milan. Oh. Wow. Et après, après vous moquez parce que j'ai fait genre statu quo de qui, franchement, voilà, bravo. Okay. Donc c'était des patrons des chaussettes. En fait, c'était des chaussettes en soie. Donc ils ont passé un nouveau level up. Elles étaient plus souples et plus élastiques. Et ça permettait aussi de montrer sa belle silhouette de jambes. Des jambes, le galbe, tout ça. C'est ça. Et il faut aussi se dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, les bonnes chaussettes sont réservées à la haute classe. C'est ça. Genre les ducs, les duchesses. On est arrivé à un point où, et on dirait vraiment un article du Gorafi. Attention à ce que tu vas lire. Attends, c'est pas le jour pour sortir cette anecdote. Vas-y. Non, mais si. Les Britanniques ont créé une police de chaussettes pour vérifier les chaussettes. Gorafi ou pas Gorafi, exactement.
J'ai eu le tampon. Mais du coup, il vérifie quoi? En fait, il vérifiait tes chaussettes. Si t'avais pas le droit de porter de chaussettes, rigole pas, Juan. T'avais pas le droit de porter de chaussettes, trop classe. De bonne qualité si t'étais pas aristo ou... Ah oui, donc non seulement c'était réservé aux riches parce qu'il y avait que qui avait les moyens, mais si tu t'es démerdé pour... En Grande-Bretagne. Ok, mais si tu t'étais démerdé pour en acheter, on te dégageait quand même. Yes, en fait, Sympa, hein. Ils avaient carrément 4 policiers en civil qui se posaient à la gare. Ils espionnaient les chaussettes. Les emplois fictifs. Je te jure. Mais bref, on arrive à une date clé. 1589, une année clé. 1589. Oui, c'est la révolution de la chaussette. Évidemment. Monsieur William Lee, c'est un pasteur anglais. Il invente une machine à chaussettes. Yeah. Et il en fabrique. Tellement heureux. Et oui, je suis content de mes trouvailles. Je pensais vraiment faire un sujet de 2 minutes, mais en fait non. Ouais. Il fabrique des chaussettes. Il envoie une paire noire à la reine Élisabeth Ier et lui demande d'avoir un brevet pour son invention. Okay. Et madame refuse. Elle trouve ça trop grossier pour des chevilles royales. Et elle n'aimait pas le toucher ou la matière et elle trouvait la forme un peu trop brute. Et elle avait peur surtout que la machine pique le boulot de ses couturiers, de ses bonnetiers. Elle était contre l'ubérisation des chaussettes. C'est l'industrialisation, mais faisons comme ça. J'espère que tu l'as pas écrite celle-là vraiment du fond de mon cœur. Passe-moi la gomme. Mais Henri IV en a entendu parler. Il a vu sa machine et il l'a kiffé. Du coup, il l'aide financièrement. Et ce monsieur Lee déménage à Rouen et il construit une usine de chaussettes. Il a construit sa propre usine de chaussettes et suite à ça, l'Europe entière a commencé à s'y mettre. Mais il y avait quand même ce petit gap entre les pauvres et les riches. Les pauvres avaient des chaussettes en laine, les riches et les nobles avaient des chaussettes en soie de couleur. Voilà. Et après on arrive à la révolution industrielle, la fabrication de chaussettes devient beaucoup plus facile et moins chère à fabriquer. Et puis à la fin du 17e, il y a le coton qui s'intègre dans les chaussettes. Puis comme j'ai dit, les chaussettes s'adaptent à la mode de l'époque, donc les pantalons devenaient plus longs, les chaussettes devenaient plus courtes. C'est là où on a aujourd'hui nos chaussettes qui arrivent en bas. Et puis la dernière révolution des chaussettes, c'était l'introduction du nylon au coton. Ce qu'on utilise, ce qu'il y a aujourd'hui un peu, parce qu'aujourd'hui on a aussi de la polyamide, puis aussi de l'élastine. L'élastane. Mon père est dans le textile, désolé. Du coup, j'en ai bouffé de la chaussette. Et en plus, il fait des chaussettes, donc. Et je vais finir avec un petit poème que j'ai trouvé sur internet. Ça s'appelle Ode à la chaussette. Tu repousses les limites à chaque fois. C'est pas moi qui l'ai écrit, donc. Aux auditeurs, défaites cette corde. J'appelle le CSA. Donc, je commence. Bien caché sous le pli d'un pantalon, ou bien pour les kleptomanes sous un veston, tu vis une vie anonyme. Derrière ton nom commun comme patronyme, chaussette. Caméléon, tu prends souvent la couleur des chaussures. Farfelu, souvent on te perd, c'est une chose sûre. Comment fais-tu pour prendre la poudre d'escampette dès que l'on te met dans la machine à laver, petite chaussette? Non, ça c'est toi qui l'as écrit en fait. C'est beau. C'est magnifique. Je suis rassuré, merci. Enfin, très 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 bon sujet chaussettes finalement. Merci Mélao, j'ai appris plein de choses sur les chaussettes que je porte assez souvent pour ces enregistrements. Oui, monsieur. Écoute, on en est enchanté. Encore une fois, c'était un très bon sujet. Moi j'avais une question, c'est est-ce que du coup cette fameuse usine de la chaussette à Rouen, qui est après toi la première, est-ce qu'on peut la visiter aujourd'hui? Je vais dire 2 réponses, tu me couperas la bonne. Hicham, c'est le sujet dont vous êtes le héros. Alors, oui, allez page 4. C'est ça. Non, allez minute 2. Je regarderai moi, si on peut visiter, histoire que j'y aille pas finalement, mais c'est bon à savoir. Bien, sur ce, on part à l'aventure. On va partir complètement à l'aventure. Allons-y. Larguez les voiles convenablement. Oui, capitaine. Tu es le plus beau des bateaux. À vous de jouer. Oui, donc moi je vais vous parler de Bernard Moitessier.
Alors, il y a ceux qui le connaissent et ceux qui le connaissent pas. Je pense que ceux qui le connaissent savent à peu près le parcours du bonhomme. Il est né en 1925 en Indochine. Il est décédé en 1994. Et c'est pour moi un des deux plus grands navigateurs français avec Tabarly. Je pense que Tabarly est déjà un peu plus connu. Tabarly, moi je le connaissais. Voilà, je pense qu'il est plus rentré que Bernard Moitessier dans l'imaginaire français, enfin du grand public. Mais je pense que nos parents, eux, ont été bercés avec les histoires de Moitessier. Donc moi, je vais vous parler de 1968 et de la première course autour du monde en solitaire et sans escale. Ça n'avait jamais été fait auparavant. En fait, c'est un truc qu'on découvre en course. En course, ouais. En fait, on se rend pas compte, mais en fait, à l'époque, c'était tout nouveau. Vous aviez un Anglais qui s'appelait Sir Francis Chichester, qui venait de faire le tour du monde en solitaire avec une escale. Il s'était arrêté en Australie. Il est arrivé en Angleterre, il a été accueilli comme un héros et tout. Et à ce moment-là, en fait, vous avez plusieurs navigateurs dans le monde qui se disent la prochaine étape, c'est le tour du monde en solitaire. Donc vous avez Chichester qui est contacté par le Sunday Times pour lancer la course, et puis vous avez d'autres navigateurs, donc vous avez Moitessier qui y pense parce que lui il vient de faire quand même la plus longue traversée en solitaire. Il vient de recevoir avec ça en convoyant son bateau le Josua. Il a obtenu un prix spécial qui est décerné pour les plus longues traversées en solitaire. Donc le gars il pèse un peu en fait dans le game, on va dire. On sait ce que c'était cette traversée qu'il avait fait avant. Il convoyait un bateau. Le Josua et d'Espagne jusqu'aux îles en passant par le Cap Horn. Il a écrit un bouquin d'ailleurs qui s'appelle Cap Horn à la voile, dans lequel il raconte justement sa traversée avec le Josua et sa femme sur ce bateau. Donc lui il entend parler de cette histoire de tour du monde en solitaire, ça le titille parce que Moitessier et la mer c'est une longue histoire d'amour. Pour ceux qui par exemple en ce moment galèrent dans leur vie, n'oubliez pas que avant que Moitessier devienne ce qu'il est devenu, il a quand même crashé 2 bateaux. Il a crashé Marie-Thérèse 1 sur des récifs à l'île Maurice. Il s'arrête là-bas quelques années, il reconstruit son bateau. Marie-Thérèse 2. Et il recrache Marie-Thérèse 2. C'était son amour d'enfance, c'est une jolie histoire en fait. C'était son amour d'enfance qu'il a retrouvé en 93 au salon nautique à Paris. Il a retrouvé Marie-Thérèse qui lui avait inspiré le nom des bateaux. Ils ont fini ensemble? Non, entre-temps, il avait rencontré quelqu'un d'autre, mais il n'avait jamais revu de Josua. Non, t'as pas tout à fait tort, parce que je pense qu'il y a une histoire d'amour aussi avec son bateau avec Josua. Et donc, il va recracher, il crache Marie-Thérèse 2 sur les récifs, pareil, aux Antilles. Donc, on pourrait penser que c'est un navigateur poissard, malchanceux et tout ce que vous voulez. Et là-dessus, il décide de construire un bateau d'un nouveau type. Il construit les plans et tout, et ça sera Josua, qui est basé en fait d'un navigateur du 19e, fin 19e, début 20e, qui s'appelle Josua Slocum, qui est le premier navigateur à avoir fait le tour du monde avec escale, autour du monde. Donc il prend en hommage, il prend le nom de Josua à son bateau, et c'est un bateau en acier. Alors à l'époque, l'acier c'est tout nouveau. Les gens n'y croient pas du tout. Pensent que le bateau, vous le mettez sur l'eau, il va couler. Et c'est vraiment hyper novateur en fait. Donc il teste le bateau, il se dit ce bateau-là peut faire la course autour du monde. Il en a la capacité. Mais il a quelle taille ce bateau? Il fait une quinzaine de mètres. C'est pas un voilier, à peu près. Ouais. Si, enfin, c'est pas une marque, ce que je veux dire. C'est je sais plus, je crois que ça s'appelle un optimiste. Ah oui, non, je te dis pas des bêtises, je crois que c'est un sloop, je crois que ça s'appelle un peu comme, parce qu'en fait, les bateaux portent un certain nom, je crois que ça s'appelle un sloop, je crois. Un sloop. Mais en tout cas, il a deux mâts. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ces mâts sont des mâts de poteaux télégraphiques. Non. Elle a fait d'accord. Sloop. Ouais. C'est ouf. Ah oui, c'est vraiment bricolage. C'est du bricolage, hein. Mais le mec, il est astucieux. Il a eu le droit comment de les choper? Ah, et puis, il a dû les choper dans des réserves ou des trucs comme ça, mais c'est deux poteaux. Ça n'avait pas l'air d'être un garçon qui demandait trop la permission. Je pense qu'il allait chercher. C'est trop clair. Il devait être trop beau, son bateau. Ah, mais et le bateau, il est visitable aujourd'hui, hein. Vous allez à La Rochelle, il est classé monument historique. Et vous pouvez le visiter, il sert de bateau école, voilà, et il a une très très belle histoire. Donc en fait, il s'inscrit donc au Golden Globe avec son bateau, puis avec un pote à lui qui s'appelle Loïc Fougeron, qui est aussi un navigateur français. Et Golden Globe, c'est la course. C'est la course autour du monde, voilà, qui est créée par le Sunday Times. Rien à voir avec le cinéma, quoi. Voilà, et qui en fait, des années plus tard, deviendra le Vendée Globe Challenge. D'accord, ok. Et en fait, voilà, c'est une référence directe à ça. Mais c'est la plus reconnue ou il y en a d'autres qui sont quand même... Non, c'est la première fois que ce genre de course est organisé. En fait, ça n'existait pas auparavant. Donc, ils ont demandé à des casse-coups, littéralement des casse-coups, parce que c'est vraiment... C'est super ambitieux, ouais. C'est ambitieux, vous allez affronter les mers du Sud et tout, donc c'est des
des conditions très très dures, et surtout partir en solitaire, ça demande déjà un entraînement psychologique, un mental de fou. Un mental de fou. Et vous avez un navigateur dans cette course qui ne va pas résister à la pression. Alors son histoire est assez connue. Vous avez un film qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle Donald Crowhurst. Et en fait, ce malheureux en fait n'était pas du tout préparé. C'était un passionné, mais il n'était pas du tout préparé pour la traversée. Il s'était engagé, il avait des dettes et tout, donc il espérait gagner la course pour rembourser. Et en fait, il a menti quand il a su que son bateau n'allait pas du tout réussir à franchir les mers du Sud. Il s'est mis à tourner en rond au milieu de l'Atlantique. Et il envoyait des positions complètement fausses par la radio, parce qu'à l'époque, faut pas oublier qu'il n'y a pas de GPS et tout, donc. Pourquoi il faisait ça? Parce qu'il savait que son bateau n'allait pas résister aux mers du Sud. Donc, c'était. Mais pourquoi il n'a pas rebroussé chemin? La honte. La fierté, ouais. La honte, savoir qu'il allait être ruiné, donc il s'est dit, je vais tourner en rond dans l'Atlantique Sud, et puis, le moment opportun, et puis, en fait, il calculait en plus, ses fausses destinations. Il se disait, bon, là, j'ai fait 35 000, 46 000 et tout. Donc, c'est comme s'il avait vraiment fait le tour du monde, quoi. Enfin, c'est ce qu'il disait aux autres, quoi. Francis Chichester, qui disait qu'il n'avait jamais cru, parce qu'en fait, quand on recevait les positions complètement fantaisistes, les gens disaient, mais le mec est en train de battre des records de navigation. Et Chichester, qui était donc un navigateur reconnu, disait, mais les chiffres n'ont aucun sens. Donc, il doutait beaucoup de ce que des destinations des positions que l'autre recevait. Et quand on a su toute l'histoire et tout, Chichester a dit, ce mec est rentré dans l'histoire de la navigation. Pas forcément de la manière dont il voulait, mais il a écrit une page, parce que c'est une page qui est hyper émouvante. Donc je vais essayer d'accélérer. En gros, donc le mec a tourné en rond dans l'Atlantique Nord, et à le moment opportun, il a dit, tiens, je vais refranchir le Cap Horn. Et en fait, au moment de remonter sur le Cap Horn, en fait, la police des chaussettes. Non, le candidat qui était juste avant lui, devant lui, parce qu'en fait Crowhurst disait, si j'arrive 3e ou 2e, on regardera pas mon journal de bord, donc ils verront pas que j'ai triché. Manque de bol, le mec d'avant pousse son bateau trop fort, coule, il crash. Et littéralement il se désintègre parce que le bateau était vraiment fatigué. Crowhurst se retrouve premier. Oh non. La panique, et ben il s'est jeté par-dessus la maille, parce il avait peur de la honte, du scandale, voilà. Mais c'est une histoire qui est très très émouvante. Enfin, il y a plusieurs livres et des films qui sont basés dessus. C'est hyper émouvant. Mais question, il a tourné pendant combien de temps? Parce que il a tourné quasiment pendant 6 mois dans la l'enfer, il a dû devenir fou. On pense que sur la fin, il a littéralement, enfin, on a les restes on a ses journaux de bord, et les 3 dernières semaines, ils sont dans une crise mystique en fait. Le pauvre, je pense que voilà, il avait peur, il s'est mis dans une espèce de rongé par la culpabilité. Complètement. Et c'est terrible parce que c'est au final en fait il a accompli un truc quoi. Mais c'est vraiment une histoire assez triste. Et en fait, pour en revenir à Moitessier, tous les autres concurrents par exemple ont une radio à bord. Moitessier veut pas de radio. Il est en mode, foutez-moi la paix, je suis seul sur mon bateau, et puis j'enverrai des messages avec un lance-patate ou un lance-pierre. Voilà. Non mais vraiment, en fait quand il croise des cargos, il lance il utilise des espèces de balles en caoutchouc, il met le message à l'intérieur et il l'envoie sur le pont du navire. T'es sérieux? Non mais pour de vrai? Ouais. C'est comme ça qu'il faisait. Puis il envoyait ses ordures au passage. Et il faisait ça, ou alors, et comme ils avaient des appareils photo sur le bateau, ils se filmaient et tout, et ils mettaient ça dans des jerrycans étanches, et hop, pareil, ils jetaient ça sur le bateau en disant, envoyez ça aux journaux, c'est un artiste, c'est voilà. Et donc, Moitessier, lui, il part, tout se passe bien, il fait sa course et tout, et en fait, donc il a écrit son récit dans un livre qui est passionnant, que je vous conseille, qui s'appelle La Longue Route, où en fait il raconte comment en fait il va entrer en fusion littérale avec Josua, son bateau. Et en fait là j'ai relu un peu avant de venir plusieurs passages du livre, et à chaque fois il parle de paix intérieure, de paix. Il le répète plusieurs fois, il est heureux sur la sérénité complètement. Et il ne fait qu'un avec son bateau, avec la mer. Parfois même il a des hallucinations où en fait il pense que Josua Slocum vient sur le bateau pour le prévenir, attention, il y a un récif à tel endroit. Et en fait il se réveille et effectivement il y a un récif. Une autre fois il regarde des dauphins qui s'agitent un peu bizarrement, et en fait il réalise juste à temps que les dauphins sont en train de lui dire attention, tu vas sur des récifs. Donc il y a des trucs comme ça. Mais le pire c'est que il avait raison quoi, donc il devait y avoir un truc. Oui, voilà, il y avait quelque chose. Et en fait, il fait sa course, tout se passe bien, et plus ça va, plus il rentre en fusion, enfin en accord total avec son bateau. Et à un moment, il fait un rêve, c'est un peu avant ou à
peu après avoir passé le Cap Horn, parce que donc il longe l'Afrique, il passe le Cap de Bonne-Espérance, et puis il passe le Cap Horn, et en fait dans un rêve, il voit son bateau hacké en Angleterre, il discute avec son ami, et à un moment il dit attends, mais moi je veux aller sur mon bateau, et on lui dit non mais ton bateau il est hacké, tu peux pas y aller, enfin il a cette sensation que le bateau est enfermé dans une cale, et il veut monter sur son bateau et on l'empêche, et ce rêve le marque tellement qu'il se dit mais en fait mon bateau, je veux rester dessus, et en fait au moment où en fait il commence un peu à obliquer pour revenir sur l'Angleterre, et la course gagnée, il est carrément je crois qu'il est dans les premiers et le plus rapide, il se dit non mais en fait moi la course ça m'intéresse pas, le Golden Globe, le Globe en or, les 5000 livres, moi ça m'intéresse pas, ce que je veux c'est rester en mer. Et il envoie un message qui est très connu à l'amirauté puis au responsable de course, il dit je reste en mer pour le salut de mon âme et pour ma santé mentale. Et tout le monde le prend pour un fou à l'époque. C'est-à-dire qu'on se dit, le mec, il est taré, il va nous repasser le Cap Horn, une fois de plus. Et tout le monde se dit, mais putain, Motessier a pété un plomb, quoi. Et en fait, il fait demi-tour, il repasse le Cap de Bonne-Espérance, il affronte pas mal de tempêtes en mer du Sud et tout. Et hop, il cingle direction Tahiti, les îles, et où il pose l'ancre quelques mois plus tard. Ça, c'est beau. Le mec a fait un tour du monde et demi, quoi. C'est magnifique. Et il s'est longtemps engagé pour l'écologie, et Josua a eu une vie un peu mouvementée, c'est-à-dire qu'à un moment au Mexique, il s'est pris un cyclone un peu par surprise, le bateau a été drossé à la côte et jeté à la côte. D'accord. Voilà. Et il a cru à un moment qu'il avait perdu son bateau, mais finalement ils ont réussi à le remettre à flot. Il a revendu à un couple d'Américains, parce que bon, il avait plus trop de thunes et tout, et ce couple d'Américains l'a préservé et l'a revendu après, l'a redonné à la ville de La Rochelle. Et en 93, le Motessier à bord du Josua a fait une entrée triomphale au port des Minimes de La Rochelle. Et aujourd'hui donc le bateau est visitable, on peut le voir. Et Motessier est décédé en 94 d'un cancer. Et il est enterré au Bono en Bretagne, une très jolie tombe qui est joliment fleurie. Et voilà, donc je pense que là, en fait, aujourd'hui, Motessier est un peu, on en parle un peu moins, mais il y a pas mal de commémorations justement pour les 40 ans du Golden Globe. Il y aura Josua qui sera sur la ligne de départ du Vendée Globe. Voilà. Je suis très curieux de le voir, ce bateau là, la gueule qu'il a. Ah ouais, mais carrément. Mais c'est un artiste en fait, c'est un espèce d'aventurier. Mais c'est un aventurier. Enfin, moi je vous conseille de lire. Donc vous avez La Longue Route, vous avez Vagabond des mers du Sud, qui est un de ses premiers livres et qui a lancé une génération de navigateurs, où il raconte justement comment il part d'Indochine, il crache son bateau Marie-Thérèse à l'île Maurice, et puis il reste là-bas pendant quelques années. Il redessine un bateau, il se le reconstruit et il repart en direction des Antilles. Il se recrache à nouveau. Et c'est un récit qui est passionnant, parce que à chaque fois c'est un crève-cœur quand il voit son bateau détruit par les récifs en quelques secondes. Ça va très très vite. Ah, c'est horrible. Et puis il devait avoir un savoir gigantesque pour déjà, savoir dessiner son bateau, le construire. Ah oui, non, mais c'était un architecte naval. Enfin, c'est impressionnant. Il sur les plans de la Marie-Thérèse, il sait exactement où placer sa table à cartes, son truc. Enfin, il équilibrait son bateau, le dessin. Enfin, c'est. En fait, comme il a grandi en Indochine, il a eu beaucoup d'éducation par rapport aux personnes qui naviguaient sur les canaux, les jonques et tout. Et voilà, c'était un navigateur né. Ah, c'est très très beau. Incroyable histoire. Et est-ce que tu peux nous rappeler les noms des livres donc qui parlent de ce monsieur ? Donc moi ce que je vous conseille, donc c'est La Longue Route, qui est donc tout son récit du Vendée Globe, enfin du Golden Globe de 68. Et vous avez le Cap Horn à la voile, où il raconte justement avec le premier passage du Cap Horn avec le Josua, avec sa femme. Et vous avez aussi donc Vagabond des mers du Sud, qui est un de ses premiers. Et après vous avez des autobiographies qu'il a écrit un peu plus tard, genre Tamata et l'Alliance, où il revient plus sur sa vie d'après, ses parcours dans les îles et tout, son idéal écologique. C'est quelqu'un qui, par exemple, militait beaucoup pour planter des arbres fruitiers partout en France, pour justement. Pas tout à fait tort. Voilà. Mais donc c'est un grand monsieur, et que j'ai découvert en fait assez tard. J'en avais entendu parler moi dans les années 90. Je regardais des reportages sur Thalassa et tout, et du coup ils avaient fait un reportage quand Josua avait été récupéré à La Rochelle et tout. Et je l'ai redécouvert il y a peut-être, je sais pas moi, 3-4 mois. Le nom me disait, je chope un livre un peu au hasard, le nom me disait quelque chose, et puis je commence à relire, et le récit est passionnant. Vous avez
je pense qu'on peut faire un peu de pub pour d'autres émissions. Bien sûr. Mais vous avez un Affaire sensible sur France Inter. Surtout pour Affaire sensible. Voilà, qui raconte justement la longue route de Moitessier avec des extraits de son journal de bord. Parce je crois que je l'ai écouté celui-là. Il s'enregistrait avec un petit dictaphone, avec une petite bande magnétique. Et donc, vous pouvez entendre Moitessier parler de son bateau, parler de la mer. Et c'est vraiment passionnant. Et en fait, je me souviens un jour, j'avais essayé d'expliquer ça à l'enfant d'une amie à moi, un ado, qui comprenait pas pourquoi le Moitessier avait eu une telle symbiose avec son bateau. Et à un moment, je lui ai expliqué, puis à un moment il me fait mais c'est comme moi quand j'avais mon vélo et en fait il était abîmé et j'étais dégoûté parce que c'était mon vélo, tout ça. Et je suis c'est exactement ça en fait. La relation Moitessier avec Josua, c'est vraiment c'est une symbiose quoi. Tu peux pas enlever l'un de l'autre. Ah, c'est super beau, c'est magnifique. Magnifique histoire. Écoute, merci pour ce sujet, il était ouf. Ouais. J'étais pendu à tes lèvres. Oui, voilà, j'ai pas osé le dire. Totalement. Bon, on était plusieurs. J'ai pas osé le dire. Il y avait du monde à tes lèvres. Non, vraiment, c'était super top. Et puis, je pense que je regarderai un coup les bouquins parce que j'ai l'impression que ça peut être aussi passionnant pour les gens qui ont pas forcément le pied marin ou. Oui, voilà, c'est des récits de voyage, faut le voir comme ça. Puis c'est une philosophie aussi, et voilà. Et puis c'est vraiment, voilà. Tout à l'heure, on parlait de tic de langage, tu vois, je viens de répéter 4 fois, voilà, en 30 secondes. Ouais, voilà. Mais, une petite question, comment ça s'appelle, pendant la course. Ça a rien à voir, hein. Non, les chaussettes. Qu'est-ce qu'ils mangent? Non, mais sérieux, est-ce que ils avaient leur stock ou ils pêchent? Non, mais littéralement. Est-ce qu'ils ont un ramadan d'un an et demi? Non, mais ils pêchent, et ils ont aussi, par exemple, Moitessier était très friand des poissons volants. Ouais. Il les trouvait super bons, donc dès que le poisson volant atterrissait sur son bateau, il essayait de s'en récupérer, de s'en cuisiner. Mais s'ils ont que du poisson. Non, pas que du poisson volant. Ils ont pas de légumes. Mais ils ont des stocks pour. Voilà, une ils ont année, des stocks quand même. Voilà, donc c'est plusieurs tonnes, bien préparées et tout. Et Moitessier raconte justement des fois, il avait un stock d'oignons qui avait pourri, il le jette par-dessus bord. Et voilà, donc il énumère souvent ce qu'il a amené, du jus de fruits, des oranges, des légumes, que justement d'avoir une alimentation variée. Mais c'est vrai que c'est marrant, cette question, parce que ce genre de, il y a plein de récits comme ça où tu te rends compte que la logistique est ultra compliquée. Et que ce soit les voyages, de grimpes, de bateaux, de machin, ou même moi ce qui me fait marrer aussi, c'est les batailles, les grosses batailles, on dit, 100 000 hommes versus 200 000, tu fais, ok, mais putain, mais qui faisait la bouffe, quoi? La bataille a duré 4 jours, mais putain, qu'est-ce qu'ils ont bouffé? Ce que je trouve extrêmement intéressant, on en parlait plus tôt, c'est qu'on voit beaucoup de corrélations entre ce dont tu nous parles là. Nous, je sais qu'il y a assez on connaît très bien l'escalade et ce genre d'expédition. J'en parlais avec des amis un peu plus tôt, où ils nous ont raconté leur expédition en 20 minutes, mais on a passé 1h30 à parler mais pour la bouffe, vous avez fait comment? Pour le gaz et machin. C'est c'est un métier. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Bon, en tout cas, est-ce qu'on passerait pas à ton... il le faut. Allez. Faudra bien que j'y passe. Allez. Rêver. Si avant 14h, on n'a pas un nouveau script béton, on est mort. Tous. T'es en train d'écrire un script sur un mec qui fait une dépression, d'accord. Vous m'inspirez un sentiment de déjà-vu. On a un scénario génial. Je sais plus quoi dire devant tant de clichés de bêtises. Clin d'œil. Ah oui. Alors, allons-y. Donc, je vous ai dit que je vous ferai un petit quiz sur les clichés. Alors, c'est un quiz qui est basé sur Roger Ebert. Est-ce que vous savez qui est Roger Ebert? Très bien. Je comptais sur toi parce que je pensais bien que c'est de là, il y aurait pas moyen. Tu vois, on a une place de chroniqueur à temps plein. Juan a besoin de soutien au niveau cinématographique, donc Roger Ebert, c'est un critique de cinéma. Qui a notamment fait plusieurs émissions de télévision avec son camarade Gene Siskel, et je pense qu'il s'agit des 2 critiques de cinéma les plus célèbres, en tout cas aux États-Unis, peut-être facilement, ouais. Je pense que... Et Roger Ebert a une vie assez rocambolesque. D'ailleurs, il y a plusieurs documentaires sur sa vie, vous pourrez le regarder. Il a fini un petit peu comme Stephen Hawking en matière d'état physique. Non, oui et non. En fait, il a... pour la faire court, en fait, il a eu un cancer de la mâchoire. De la mâchoire, oui. Et du coup, il a eu une ablation de la mâchoire. Donc après, il était pas dans un fauteuil roulant, mais c'est vrai qu'il pouvait plus. Mais je parlais de la communication. Oui, au niveau de la communication, il avait son petit ordinateur. Ça se passait avec le petit ordi. C'était vraiment impressionnant comme ils avaient fait. Absolument. Et il a gardé son sens de l'humour, comme Stephen Hawking. Non, c'était quelqu'un vraiment de. Excuse-moi, je suis en train de parler sur ta chronique. Mais non, tu fais bien parce que j'avais pas vraiment prévu de parler de Roger Ebert, mais c'est vrai que si on ne sait pas qui c'est toujours intéressant. Mais vous avez un super documentaire qui s'appelle In Life ou The Life. Il y a Life, en tout cas. Life. Vous pourrez le trouver sur Life Itself. Life Itself. Vous voilà, pourrez le trouver sur Netflix, si je dis pas de bêtises. Très très beau documentaire qui raconte c'est les dernières années de sa vie, et c'est hyper émouvant.
Eh ben, merci pour cette intro que je n'avais pas prévue. En tout cas, Roger Ebert a écrit un bouquin qui s'appelait Roger Ebert's Video Companion, qu'il a sorti en 1977. Et dans ce petit bouquin, il a cité toutes sortes de clichés. Il a appelé ça le glossaire du cinéma, mais c'est toutes sortes de clichés qu'on va retrouver dans des films, dans des scénarios, mais pas clichés dans le sens négatif. Vraiment quelque chose qu'on va retrouver simplement très fréquemment. Et je voulais vous présenter sous forme de quiz. Alors j'ai traduit ces titres parce qu'en fait ils ont pas pour but d'être des quiz. Ce sont des titres qui représentent ces clichés. Donc j'ai trouvé ça beaucoup moins drôle de vous en faire un listing. Donc je vais vous donner le nom d'un de ces clichés et je vais attendre de votre part que vous me disiez de quoi il peut s'agir. Et éventuellement, pour le bonus, un film dans lequel on retrouve ce cliché. Hicham, est-ce que je peux compter sur toi pour noter vos points? Ah, des puntos. J'ai gagné. Histoire de. Je sens qu'on va se faire dépouiller par Sébastien. C'est possible. Ouais. Il a l'air chaud patate. Alors déjà, qui est Roger Ebert? Bon, 8 points pour Sébastien. En même temps, niveau cinéma, moins chaud que Hicham et moi, c'est dur, quoi. C'est vrai que c'est pas facile. Mais on est motivé. Christine Boutin. Pardon, on y revient. Est-ce qu'on est bon? On est bon. C'est bon. Alors, commençons. Donc, je vous rappelle, devinez à quel cliché correspond le nom. La règle de la surface de peau exposée. Plus un personnage est important, plus il aura de peau exposée. J'ai pas compris les règles en fait. La règle, la surface de peau, la peau. Oui, non, mais j'ai pas compris la règle. Une pas attaque la question, de requin. Alors, c'est pas la bonne réponse, mais Ilias a compris un petit peu le principe, c'est-à-dire que on va dire que celle-là compte pour rien. La quantité de peau exposée par un personnage féminin va déterminer à quelle vitesse elle sera tuée dans un film d'horreur. En gros, il va énoncer le nom de la règle, et nous, faut qu'on dise quelle est la réalisation de cette règle, quoi. Qu'est-ce que ça donne dans un film? Donc la règle de la surface de peau exposée, c'est que plus la peau exposée, plus elle va se faire tuer tôt. Voilà. Si t'as 3 nanas dans un film d'horreur, celle qui est habillée avec la jupe la plus courte va mourir en premier. On est mal barré. Ok. Et donc dans les exemples, on avait Psychose, Halloween, Massacre à tronçonneuse, à peu près tout en fait. Ouais. J'ai pas noté ça dans les exemples, mais peut-être. Non, parce qu'un des personnages principaux est habillé de manière très courte. T'as pas vu la dernière saison. Donc numéro 2, celui-là comptait pour rien, du coup. Zéro. Le syndrome de la banquette arrière. Oh putain de Dieu, c'est toujours le mec sur la banquette arrière qui se fait tuer? Non. Syndrome de la banquette arrière. C'est vachement clair comme chose. C'est voulu. Les mecs de la banquette arrière parlent tout le temps au mec qui conduit, alors putain on parle pas au conducteur. Non, ça pourrait, mais non. C'est pas justement, il parle dans le vide, enfin on voit juste l'élève qui marche, non? Non plus. Vraiment, pensez à un truc qui peut se passer dans un film qui est vraiment un cliché pas possible, qui n'arriverait pas forcément dans la vraie vie, et qui a un rapport avec une banquette arrière. Le mec qui conduit se retourne, et il parle pendant 30 secondes sans regarder devant lui. Non, mais ça pourrait. Ah bah non, mais faire un effort. J'avoue, non. Toujours rien? J'ai pas. Très bien. C'est pas grave si vous avez pas la réponse, on est quand même sur quelque chose à but éducatif. Il y a des gens qui vont copuler sur une banquette arrière alors que c'est pas pratique du tout. Je l'attendais, mais non. Bah, pardon, très bien de copuler sur une banquette arrière. Non, un personnage sera toujours incapable de voir un autre personnage qui se cache sur la banquette arrière d'une voiture, alors que dans la vraie vie, c'est impossible. C'est vrai. Si quelqu'un est sur ta banquette arrière, tu le vois immédiatement. C'est pas possible autrement. Exemple, Scream 3. On va voir la nana qui passe 5 minutes dans la voiture jusqu'à ce que le tueur fasse bouh. Ça a Brooklyn Nine-Nine. Par exemple. Mais pas s'il est derrière toi. Pas s'il est petit. Parce que tu vois pas ce qu'il y a derrière toi. En fait, mais la banquette arrière dans une voiture, déjà qui font que tu vois à peu près tous les angles, et même avec ta vision périphérique, tu verras forcément quelqu'un qui est sur la banquette arrière. C'est impossible. Essaye, si tu veux, de te cacher sur une banquette arrière, ça ne fonctionne pas. Challenge accepted. Si, puisque là, vu que c'est pas comment c'est parti, personne va trouver des réponses. Tu joues aussi. Si on trouve pas les réponses, tu as un point. Ça te va? Très bien. Ouais, si tu veux. Il a l'esprit vachement. Mais en fait, moi, j'ai des réponses. Bah oui, mais ça n'a aucun intérêt. Mais si nous, on répond pas, toi, tu as un point. Et surtout, ça n'enlève rien à ta réussite. Bien. Je suis très fier de toi. Alors, bon, j'imagine que personne n'a vu le film Bullet. Peut-être Sébastien, je ne sais pas. Si, il y a longtemps. Ouais. C'est pas une chanson de. Donc, il y en a un qui s'appelle le Bullet Shift, ou la règle du changement de rapport infini. Ah oui, les mecs arrêtent pas, genre plus ils accélèrent, plus ils augmentent le rapport, mais ça s'arrête jamais, genre. Et ben voilà, tu vois quand tu veux. Oui, exactement. Oui, la fameuse poursuite de Bullet. Voilà, dans une course-poursuite, la voiture des personnages dispose d'un nombre de vitesses illimité. Par exemple, Bullet, les films Fast and the Furious. Donc dans Bullet, on compte 16 vitesses sur la voiture de Steve McQueen. Il y en a qui se sont amusés à compter. Génial. Eh ben tu vois, on y arrive. Bah, autant de sucre que dans le café de la Cité de la Peur. Bim, référence cinématographique. Bien joué, très bien. Ensuite, numéro 4. Le réflexe d'altitude maléfique. Alors celui-là, il est pas évident. Réflexe d'altitude. Je suis désolé.
Je vais vous donner du contexte. Tu sais qu'on est naze. Oui. Un méchant. Ouais. De la hauteur. Ah, quand il saute, il arrête pas de faire. Ah. Non. En fait, le méchant vit toujours dans un château en hauteur. On n'est pas loin. Ah, Il a une forteresse inaccessible. Plus il est méchant, plus la forteresse est au perché. Ça pourrait, mais non. Non, en fait, je vous donne un demi-point chacun. Parce que c'est vrai qu'on est sur le même contexte. C'est un peu chiant, là. Comment je vais écrire un demi-point sur les... Tu mets 0,5. Bah ouais, c'est pas trop complexe. Non, en fait, ça va être que lorsque l'antagoniste, dans le dernier acte d'un film, est poursuivi par le héros, il ira toujours à l'endroit le plus haut possible. Donc le toit d'un immeuble, l'antenne sur le toit de l'immeuble, l'escalier de secours jusqu'à se retrouver à l'endroit le plus haut. Pourquoi ? Pour qu'il puisse à la fin sauter. Tomber. Bah oui, tomber. Exactement. Très bien. Ensuite, là... J'avais en tête Moonrise Kingdom, mais... Très bien. Ça finit sur le toit de l'église, je crois. On a ensuite la règle du grand frère casanier. Ça c'est le grand frère qui vit toujours à la maison depuis des années. Et tout. Joey. Formidable. Voilà. Très très bien. Alors oui, la règle du grand frère casanier, avec un peu de précision, c'est quand le jeune et beau héros retourne à la ferme, parce que le scénar le demande, et il retrouvera son grand frère resté à la maison, qui lui reprochera d'avoir abandonné sa famille, de ne pas avoir écouté papa, etc. Brian, you piece of shit. Il pourra éventuellement lui reprocher de parler comme un mec de la ville, aussi. C'est vrai. Ça peut arriver. Et heureusement, maman viendra toujours dans la scène d'après pour lui dire, mais il ne le pense pas vraiment. Laisse-le tranquille. Il t'aime quand même. Voilà. C'est ton frère, tu sais. Un bon point, donc. Pour Sébastien. Pour Sébastien, absolument. Ensuite. Et on devait pas aussi donner un titre de film. On fait ce qu'on peut, tu sais. Ouais, c'est déjà bien. Non, si j'ai la réponse. C'est toujours sur le. Je te rappelle qu'on a été hyper open avec tes chaussettes. Ouais. Donc tu vas me faire le plaisir de fermer un peu ta gueule, c'est ce que. J'allais pas être aussi vulgaire, tu vois, mais ok. Moi, j'essaie d'avoir des points, moi aussi. Eh ben, fais un effort, merde. Alors, le repenti mortel. Celui-là, il est pas compliqué. Le repenti mortel. C'est le méchant qui, en fait, il fait un truc gentil avant de se tuer. Oui. Voilà. Ça me convient. Joli. En fait, tout simplement, quand un antagoniste se tourne vers le bien, il va invariablement crever dans les 10 minutes qui suivent. Exemple. Boromir. Bra. Il a jamais été méchant, mais admettons. Ah si. Il vole l'anneau et tout, arrête. Je pensais plutôt à Dark Vador, mais ouais. Oh bah, spoil. Mais c'est très bien, ça me convient. Ça me convient. Je peux avoir des points pour Il peut avoir des points. Il peut avoir un demi-point. Le rapace. Ouais, parce que tu grattes un peu sur les bonnes réponses des autres, ça me plaît pas trop. C'est vrai. Ensuite, le syndrome, il fait hyper chaud, les gars. Mais un truc de ouf. J'ai l'impression que ça, alors c'est pas super visuel, mais là, dehors, ça m'a l'air de monter assez noir. Ouais. Ça, un petit orage qui arrive. Allez, courage, on y arrive. Donc, le syndrome du plus que 3 jours à tirer. Ah oui, l'arme fatale. L'arme fatale. Juste avant la retraite. À 3 jours de la retraite. Voilà. Très très bien, ça fonctionne. Ça fonctionne aussi pour les gens qui sont en prison, donc dans n'importe quel film de prison. Ouais. Quand tu vas sortir dans 3 jours, dans 3 jours, 3 semaines, généralement. Une émeute de prison alors que j'allais sortir dans 3 jours. Oh, exactement, c'est quand même moche. Il craque, un énième crachat sur ses pieds et bim, il craque. Eh ben, je propose un point pour chacun. Merci. Ok. Hicham, mais je comprends même pas. Je préfère mes jingles. Il est focus sur le comptage de points. Arrête. Je préfère mes quiz, moi. J'ai des pas faire 2 choses en même temps. C'est quoi? Mets-toi un point pour le comptage de points. Voilà, exactement. Je suis d'accord. Même tu t'en mets 2 parce que tu m'as l'air sympathique, donc tu m'en prends. Et puis il les marque vraiment. Attends. Ok. Ensuite, la règle de la photo porte-malheur. Quand tu portes de la main, Sébastien. Quand un héros montre la photo de sa fiancée dans un film, généralement il meurt dans la minute. Exactement. Ça, surtout dans un film de guerre. Ça c'est bête. Et c'est Samuel Fuller qui disait dans les films de guerre, ça n'arrive jamais parce que tu n'as pas le temps de sortir ta photo. Aucun soldat n'a sur la plage du débarquement sorti son portefeuille pour garder la photo de sa bien-aimée avant de se faire descendre. Ça devait être compliqué. Et Samuel Fuller disait que c'était vraiment le cliché qu'il détestait dans les films de guerre. Et il a bien raison. En tout cas, encore un point pour Sébastien qui en plus nous a-t-il cité un film. C'est vrai. Oui. Non. Mais il nous a cité Samuel Fuller. Samuel Fuller, c'est à propos dans The Big Red One. On peut donner 2 points. Voilà. C'est vrai que ça marchait. Donc on prend du 2 points, ça me plaît. Ensuite, la règle d'égalisation des moteurs. Quand il y a une course, ils vont toujours être à coude et après ça va se départager, mais ça fait genre comme dans Fast and Furious. Non, cette réponse ne me convient pas. Règle d'égalisation des moteurs. Moteur de voiture. À ton avis? Je sais pas. Non, des oiseaux. Les moteurs de recherche. Non, j'avoue, je vois pas la... Non? Oui. Non. Le film sur Facebook, j'adorais. Non. L'égalisation de moteur. Avec un rien à voir avec la nitro. L apostrophe égalisation.
Ou légalisation, genre ça devient légal. That's legal. Tu vas chercher loin là, quand même. De les mettre non. à égal. Ah, rien à voir avec la nitro, avec le tuning. Non. Légalisation. Il faut que tu nous aides. Je vais vous donner la réponse. Si, quand il y a un combat, il y a toujours les mecs qui se mettent au niveau, genre il a l'air trop fort, mais non, avec mes amis je vais. Eh ben non. Genre Dragon Ball. Non, il s'agit tout simplement du fait que dans une course poursuite, une Ford Escort va rouler aussi vite qu'une Porsche quoi qu'il arrive. Peu importe la bagnole de merde que t'auras, tu pourras faire une course poursuite avec une grosse voiture parce que le scénario l'oblige, tout simplement. Bah sinon ça tournerait vachement court quoi. Ouais. Exemple, vous avez par exemple La Mémoire dans la peau. Jason Bourne premier ou une course poursuite où il est dans une Mini dans les rues de Paris. Ah oui, je me souviens de ça. Voilà. Après dans les films, les voitures de police françaises sont toujours aussi des vieilles Renault, donc c'est assez simple. C'est pas forcément un bon exemple. Dans les rues, il y a des mecs qui jouent de l'accordéon. Absolument. Ensuite, on a le syndrome du monologue fatal. Celui-là, il est... Alors ça, c'est généralement quand le méchant, il est juste avant, il tient le gentil en joue et il lui explique tout son plan. Alors en fait, Mr. Bond, j'avais prévu ça et ça. Et pendant ce temps-là, bim. Et en fait, voilà. Il y a quelqu'un qui arrive derrière et Bon, on est sur 2 points puisqu'on a eu James Bond et la réponse, puisqu'en effet ça marche pour à peu près tous les films de James Bond. Et Dragon Ball et plein d'autres trucs. Oui, ça marche à peu près pour tout. Alors qu'en fait non, tu captures le gentil, tu le tues. Oui, voilà. Et après t'expliques ton plan pour la postérité. Il y a le fameux il était une fois dans l'Ouest, je crois, quand t'as Tuco qui est dans son bain et puis il est pris en joue par un mec qui le suit depuis des années et il fait when you have to shoot, don't talk. Absolument. Je comprends pas. Je reprenais aussi comme exemple Les Indestructibles ou Kingsman et Tiger Bob dans Les Simpsons, qui fait toujours un monologue avant de buter Bart qui se fait exploser. Absolument. Ensuite, la règle du Larsen. Quand du Larsen, quand il y a un mec qui a un casque dans les oreilles, il y a toujours un Larsen, il va faire genre non. Quand un truc important à dire au micro, il y a un Larsen. Oui. Ah oui, bien joué. Genre tu tapotes et ça fait à chaque fois qu'en fait le protagoniste principal va attraper le micro pour dire quelque chose, souvent dans des comédies romantiques, il y aura toujours un gros Larsen sans aucune raison. Mais toujours un gros Larsen histoire de créer un bon malaise et de réveiller le spectateur qui serait potentiellement endormi. C'est vrai. Et je reprends pour les deux du fond. Cette réponse me convient. Bien joué. Ensuite, la symbolique du sac de course en papier craft. Le sac de course se déchire tout le temps. Oui. Il tient pas. Absolument. Est-ce qu'on a un cas de figure particulier qui te viendrait à l'esprit? La plupart des comédies romantiques des 60 dernières années. Ça me plaît. Surtout très très bien. Parce oui, qu'ils ont du plastique là-bas. On va avoir généralement une femme triste et scellée qui va craquer son... Oui, on entend le tonnerre. Oui, alors je sais pas si vous l'entendrez sur la piste, mais oui, on entendra. Oui, ça fait un petit peu de bruit. Bah écoute... Ambiance... Vas-y, baisse un peu la lumière, on va se raconter des histoires. Ambiance chaussette. Très bien. Arrêtez de le bolosser. Et franchement, il était super. Moi, j'ai beaucoup aimé. Sois fier de ton sujet chaussette. Je le suis. Franchement, il était bien. Alors, non. Les péripéties de bas quotient intellectuel. En fait, un mec qu'on prenait pour un demeuré qui en fait révèle un génie. Ça aurait pu, mais non. Les péripéties de bas quotient intellectuel. Où en fait, il est vraiment teubé et en fait, il est gentil. Ouais. Ça aurait pu. Il est vraiment teubé, mais il a des aventures de ouf. Non plus. Pensez au scénario, vraiment, pas forcément un personnage en particulier. Les péripéties de bas quotient intellectuel. Ah, le genre les sous-doués en vacances, les trucs comme ça? Non plus. Les ch'tis ami. Non, en fait... Plus le mec est bête, plus il va avoir une aventure longue. Ça pourrait se rapprocher. En fait, tout scénario qui contient des problèmes qui seraient résolus instantanément si les personnages avaient plus de 2 de QI. Donc, tu veux dire, par exemple, Prometheus? Par exemple. C'est un très très bon exemple même. Voilà. La plupart des films de Ridley Scott, en fait. Non, surtout Prometheus. C'est vraiment, ils ont vraiment sélectionné les mecs, les scientifiques les plus teubés de la planète pour les envoyer dans l'espace. En fait, je pense que même ils ont dit, les mecs, vous êtes trop nuls, cassez-vous. Je pense qu'en fait, c'était ça à la base. On sait pas, mais c'était une sélection genre, c'est bon, on se débarrasse d'eux, on est tranquille. Je suis parfaitement d'accord avec ce que tu viens de dire. Ensuite, le quiproquo de la sororité. En fait, on était dans la même classe depuis le début. Alors attention, je parle de sororité au sens propre du terme. En fait, on était frères et sœurs. Et... On était de la même famille depuis le début. Non, il va me falloir plus précis. Une situation vraiment dans un scénario. Ah, mais je croyais que tu voulais et que non. Répète le sororité là. Le quiproquo de la sororité. Quiproquo de la sororité. J'ai bien dit quiproquo. Ah, en fait, ils pensaient que ils étaient dans la même classe, mais en fait pas du tout, non. Non, sororité. Encore une fois, on parle pas de classe. Hein. Sororité, on parle du terme premier, c'est-à-dire vraiment premier, pas avoir une sœur. En fait. Oui, mais tu chopes quelqu'un et en fait, t'es ma sœur. Ça me convient. Bah oui. Ça marche aussi avec la cousinité.
Dans un film romantique, si l'héroïne surprend son love interest en train de faire quoi que ce soit avec une autre nana, danser, machin, faire à manger, sourire, rire dans la rue, ce sera forcément sa sœur. Mais je pensais pas à ça. Ouais, moi non plus. Eh ben, mais très bien. C'est ce que je voulais dire. Bon, on aura au moins réappris le sens premier du mot sororité. C'est vrai. Bah oui, mais on a plus, oui, j'avoue, plus l'habitude de l'entendre pour les fraternités, les sororités. C'est vrai. Non, mais j'avais pas pensé à cette éventualité. Celui-là, il m'intéresse pas. Je sais pas. Bon, le cas de l'avocat monotache. Le mec, il a qu'une tâche. Oui. C'est pour ça que c'est pas intéressant. La réponse est dans le titre. En fait, un avocat dans un film où il y a un avocat, il aura jamais rien d'autre à foutre que le cas en question, alors qu'un avocat dans la vraie vie, il a plusieurs cas en même temps et il a pas toute la journée à vous accorder. Je peux prendre le point de... Allez, vas-y, ça me fait plaisir. Et ce qui est très bien traité dans The Good Wife, parce qu'ils ont souvent plusieurs cas, enfin, en tout cas vers la fin, ils ont plusieurs cas, et voilà. Ce qui fera plaisir à... Tu n'auras pas de point pour cet exemple. Et The Good Wife, une série. Wife ou Life? The Good Wife. On y arrive. Le syndrome de la noblesse des sauvages. Qu'en fait, ils étaient... je sais pas comment dire ça. Bah, il y a un mec qui découvre une nouvelle culture et en fait il se rend compte que putain ils sont super profonds en fait. Ouais, ils sont même plus avancés que nous et tout. Ça me convient. Et genre Danse avec les loups. Un point pour chacun. Exemple Danse avec les loups. En effet. Avatar. Le principe c'est qu'en fait il va être enlevé ou il va se retrouver d'une manière ou d'une autre dans une communauté qu'il considère comme sauvage au début du film et le prisme va s'inverser au milieu du film parce qu'à la fin ce sera les gens d'où il vient à la base qui vont avoir l'air d'être les méchants. Planète des singes. La planète des singes, Danse avec les loups, Le Dernier Samouraï, on a pas mal d'exemples de ça. Avatar, oui, tout à fait. Le principe de la myopie antagoniste. Que le mec remarque pas que la fille à côté était super mignonne ou un truc comme ça. Plus simple, la myopie antagoniste. Il est myope des deux yeux pareil, alors qu'en vrai... Antagoniste. Qu'est-ce qu'un antagoniste? En fait, son ennemi était en fait son meilleur pote, non. Le méchant était sous ses yeux depuis le début? Non, ça aurait pu. Non, le principe de la myopie antagoniste, c'est tout simplement les méchants visent mal. Oui, ouais, pas facile à trouver, les Stormtroopers, par exemple. Exactement. Dans tous les Star Wars. Un point pour l'exemple. Mais oui, le but étant de bien de déchiffrer le titre. Hein. Là, je vois pas beaucoup de bâtons sous ma colonne. Ouh là là, ça craint. Non, mais je crois que c'est déjà gagné. Hein. Le principe de l'inconnu dans une ville inconnue. Le mec il retrouve en étant une inconnue, il sait de suite où est le bon café. Pas exactement. Comme ça. Mais c'est toujours lui qui a un truc mystérieux de ouf quoi. Personne le connaît, il connaît personne et pourtant c'est un bon début et il manque quelque chose. Et il va rencontrer le héros. Salut, je viens d'arriver. Où il trouve les méchants du premier coup. Non. C'est lui le méchant. Non. C'est pas lui le méchant. Et en fait, il est normal, il a le droit de vivre ici comme tout le monde, il y a pas de raison de le discriminer. Non plus. Bon, je vais te donner un demi-point. Mais en fait non, le principe de l'inconnu dans une ville inconnue, c'est lorsqu'un personnage arrive dans une ville inconnue où il est inconnu, il sera forcément la star de la ville à la fin du film. C'est le cas dans énormément de westerns, notamment. D'accord. J'avais un exemple en tête qui est pas forcément pertinent, mais qui était Rango de Gore Verbinski. Mais il y en a pas mal. Allez, il nous en reste 2. Courage pour départager Sébastien et Sébastien. Le miracle des tympans d'acier. Le mec qui survit en haute altitude sans l'explosion des tympans. Il peut pas chercher moins loin. Non, quand il tire avec les revolvers en fait. Il a pas besoin de porter de casque. Il peut vider 200 chargeurs et survivre à 10 explosions, il perdra pas 1 décibel d'audition. Et il y a Mario Montaigne qui a fait un truc là-dessus, une petite vidéo de vous mourrez moins bête, enfin tu mourras moins bête mais tu mourras quand même sur les armes. Eh ben très bien. Donc en vrai quand tu tires un coup de feu ça te déboîte les oreilles même avec complètement. Totalement. Allez, un petit dernier pour la route qui est pas compliqué du tout. La règle du gâteau de mariage. Il y a toujours quelqu'un qui va se péter la gueule sur le gâteau de mariage où il va se passer un drame. Exactement. Alors que jamais sur le bœuf bourguignon d'avant quoi. Exactement. Peu importe le film, s'il y a un gâteau de mariage, il va forcément être détruit. En même temps, c'est pas super visuel de se casser la gueule sur le bœuf bourguignon, quoi. Ah. En même temps, qui amène un bœuf bourguignon à un mariage? Je veux dire, on tient un truc. À part en Franche-Comté. Ah, merci de l'avoir fait. Camille sera absolument ravie de cela. Même si elle nous manque. Oui, bah voilà, du coup on va mettre fin à cet épisode, même si c'est un plaisir. On ouvre cette fenêtre. Voilà, on est sur une chaleur intense. Voilà, la chaleur se fait prédominante. On va remercier Sébastien déjà de t'être joint à nous. Absolument, merci beaucoup. Écoutez, c'était un plaisir. Sébastien qui a éclaté le quiz. Oui, on s'est fait non. Ah si, il vous a mis une misère. Non. Ah si, bah tu pleures encore.
T'as une petite larme sur la joue. Et qui en plus... Arrête de barrer avec N les scores. Qui en plus a défendu Hicham, donc tu as sa place ici quand tu veux, Sébastien. Yes. Bah, en même temps, vous étiez à 2 contre 8, franchement, c'était pas cool. D'habitude, on est 3. Ce que j'ai vu ce soir m'a profondément déçu. C'était pas beau. Choqué. Déçu. Et déçu. Ah non, mais voilà, c'était adorable, c'était super cool, ton sujet était passionnant. Carrément. Trop content. Bah, j'espère que ça a intéressé les gens et que j'ai pas parlé trop vite ou font la moitié des mots comme je fais d'habitude. Ah non, j'ai aucun doute là-dessus. J'espère que t'as passé un bon moment. C'était pas mal. Je pense que je vais mettre, 6 sur 10 sur Yelp. C'est pas mal. Sur TripAdvisor. Voilà, ce serait notre première note sur Yelp. Vous n'avez pas changé les draps. C'est vrai qu'on pourrait te mettre sur Yelp. Ouais, non, en fait. Je sais même pas si les gens savent que, je me suis rappelé de Yelp, mais je sais même pas si les gens l'utilisent. Les gens sont sur TripAdvisor aujourd'hui. Ouais, voilà, exactement. Moi, je l'utilise. C'est vrai. Bref. Ah, c'est toi. Le seul. Du coup, nous on se retrouve dans 2 semaines. Yes, pour absolument. un épisode. Sauf si on sort un petit bonus d'ici là, peut-être. Ah oui, peut-être, peut-être nos petites frasques d'anniversaire. Oui, parce que je crois qu'il manque toute la partie époque moderne des chaussettes. Oui, c'est vrai. On fera un numéro spécial. On s'est arrêté au 19e et moi j'aimerais bien savoir ce qui se passe au 20e siècle sur les chaussettes. Il y a plein de trucs à savoir et tout. La 4e révolution 1970. Exactement, voilà. Ah bah, rigole pas, ça peut toujours arriver. Quel est ton actu, Hicham? Mais je serai là. Tu as une expo de chaussettes en ce moment? Non, pas encore. À la Galerie Sakura, dans le 1er arrondissement. Non, mais du coup, voilà, on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, like, commentaire, partage, 5 petites étoiles sur iTunes, ça nous fera un grand plaisir. Ouh là là, magnifique éclair. Et encore merci pour la soirée. Ouais, merci pour la soirée, c'était adorable. On a reçu des gâteaux, on a reçu des mots gentils, on était vraiment ravis, comblés, on ne méritait pas ça, mais ça nous a fait un plaisir incommensurable. Tu ne méritais pas ça. Nous, dans tous les cas, on va continuer à vous sortir de jolies choses. On a des petites surprises qui arrivent, des petites surprises. On a des invités qui vont continuer à arriver, donc ça va être cool. Et puis, on se retrouve très bientôt, et puis on vous enverra quelques petites photos de la soirée. Et puis, absolument. Et on remercie encore Sébastien d'être venu nous voir. Au plaisir. Merci beaucoup et bravo. Allez, des bisous. Allons-y. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres. Bon alors les chaussettes. Du coup. C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? Mais dis-tu nos conneries? Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer? Vulgaire? Je trouve ça vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire.